C'est une exposition étonnante qu'on va vous faire découvrir, en tout cas en avant-première, parce que personne ne l'a encore vu, cette expo. Ça s'appelle Transition, elle se déroule à l'abbaye de Saint-Riquier. Et je dis qu'elle est étonnante parce que les œuvres sont des portes, Yann. Alors exactement, le terme exact c'est Transition, les portes, c'est le titre de l'exposition. Et oui, c'est des œuvres qui sont uniquement sur des portes, donc à peu près 140 portes qui sont exposées dans cette abbaye. Donc voilà, le médium est pour tous les artistes toutes les mêmes, donc une porte de 2 mètres de haut sur 70 cm de large. Alors, ces portes ont une histoire, on va les apercevoir dans quelques instants. On va pas trop vous en montrer parce qu'il faut que vous veniez la voir, cette expo. Les portes ont une histoire parce qu'elles viennent d'un immeuble qui est en ce moment en cours de destruction à Abbeville. Exactement, en fait c'est un bâtiment HLM donc, qui date de 1958, qui est en cours de destruction dans le cadre d'un aménagement de l'ANRU, d'un aménagement urbain. Ce bâtiment donc, disposait de 24 appartements à l'intérieur. Nous avons investi en 2020 et 2021 tous les appartements, donc ça représente à peu près une centaine d'artistes qui sont intervenus pendant plus de 6 mois. Et ensuite, on a ouvert au public donc jusqu'en septembre 2021. Donc, ensuite, les portes se sont fermées, on a démonté effectivement toutes les portes. Oui, c'est ça. Ce sont les portes qu'il y avait dans les appartements qui ont été donc démontées, envoyées aux 128 artistes qui avaient finalement carte blanche, ils pouvaient en faire ce qu'ils voulaient. Alors exactement, comme à Transition dans le bâtiment où on avait vraiment laissé totalement freestyle aux artistes, on a voulu garder le même concept où on a envoyé donc, toutes ces portes chez les artistes dans les ateliers et effectivement on leur a laissé totale carte blanche. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des portes qui ont été recto verso, d'autres réalisées en paysage, d'autres en vertical et c'était vraiment l'objectif de ne pas mettre de contraintes aux artistes. L'exposition va bientôt être visible, effectivement, et les portes vont pouvoir être achetées, effectivement. D'ailleurs, je crois qu'il y en a déjà qui sont achetées. Alors effectivement, il y a des portes qui sont réservées. Donc il y a des artistes qui ont montré en avance leurs portes sur les réseaux sociaux et des collectionneurs ont déjà choisi leurs portes. Donc, et alors, question bête, hein, ça coûte combien une porte? Alors, parce que là j'ai une petite idée si je vais dans un magasin de bricolage, mais beaucoup moins quand ça devient une œuvre. Alors exactement, donc il y en a vraiment pour toutes les bourses. Donc ça commence à partir de 300 € jusqu'à 12 000 €. D'accord, ah oui, ça peut aller jusqu'à 12 000 €. C'est en fonction de l'artiste, c'est ça? S'il est connu, moins connu? Tout à fait, donc c'est la cote de l'artiste qui font qu'effectivement il y a des artistes qui sont un peu moins connus et des artistes locaux. Donc l'idée aussi du projet, c'est aussi de donner la chance à tous les artistes, et de proposer aussi au public vraiment toute une panel de différents styles. Voilà, on a du collage, on a du Posca, on a du graffiti. Enfin, c'est vraiment assez incroyable. Ouais, c'est étonnant et certaines œuvres, vous voyez sur les images de Jérôme, sont faites avec une précision qui est incroyable. Alors on vous invite bien évidemment à venir la voir, cette expo. Et alors, tout l'argent qui va être récolté, parce que ça c'est aussi important de le dire, va servir à faire partir des enfants en vacances. Alors, tout à fait. En fait, ce projet, c'est un projet qui est monté en partenariat avec le Secours populaire de la Somme. Et l'idée, effectivement, est de vendre ces portes au profit du Secours populaire pour offrir aux enfants du quartier des vacances en 2023. Finalement, quelque part, la boucle sera bouclée. L'immeuble était à Abbeville et ce sont des enfants d'Abbeville qui vont pouvoir partir. Exactement, ouais, c'est un projet un peu circulaire avec voilà, les artistes qui sont venus sur Abbeville. Et maintenant, avec la vente de ces œuvres, on espère pouvoir emmener du plus petit, donc des plus petits enfants, pourquoi pas juste à la mer, et pour les plus grands, on espère à l'étranger. En tout cas, on l'espère. En quelques secondes, c'est visible à partir de quand? On peut la visiter quand, cette expo? Alors, cette expo est ouverte au public à partir du 27 mars. Donc, elle sera en accès jusqu'au 19 septembre, jusqu'aux journées du patrimoine. Donc, l'entrée est de 2 €. Donc, qui donne accès à toute l'abbaye, donc pas uniquement les portes, mais aussi les jardins et les autres expositions. C'est assez incroyable de venir visiter cette abbaye qui est vraiment magnifique. Et donc 2 €, c'est assez symbolique et c'est aussi évidemment gratuit pour les moins de 18 ans si je ne me trompe pas. On vérifiera l'info. Merci beaucoup Yann pour cette belle visite. Et donc ça se passe à l'abbaye de Saint-Riquier. N'hésitez pas à partir de fin mars à venir visiter cette étonnante, je le rappelle, exposition. Mais alors c'est assez étonnant, donc on se balade à Abbeville et on a choisi de venir ici au musée du Boucher de Perthes. Alors non pas parce qu'il va ouvrir, non, mais parce qu'il vient de fermer ses portes. Alors c'est ça qui est étonnant, Patrick. Là, ça y est, on vient de vivre la fermeture. C'est parti pour quelques années parce qu'il va être complètement transformé ce musée.
Oui, absolument, de fond en comble. On va tout réhabiliter, on va métamorphoser le musée pour que, d'une part, on puisse mieux accueillir les visiteurs et d'autre part, pour pouvoir mieux exposer les œuvres et notamment les donations Manessier que nous avons reçues ici. Donc, quelque part, finalement, c'est presque la dernière fois qu'on le voit tel qu'il est là. Oui, donc prenez-le en photo avant que tout soit transformé. Alors il va y avoir encore quelques semaines jusqu'à ce que le chantier commence véritablement, mais enfin, pour l'instant, le musée reste fermé au public individuel. Il reste ouvert pour l'accueil des groupes et en particulier des groupes scolaires. Donc on peut quand même continuer d'y venir. Il suffit pour cela de constituer un groupe et puis de téléphoner au service des publics du pôle patrimoine de la ville d'Abbeville. Tout ça encore pour quelques mois. Alors, on va s'attarder sur cette frise chronologique parce que ça, vous l'avez fait ce week-end, justement. Alors, nous sommes là, voilà, 2022, ça vient de fermer. Et donc, nous sommes partis jusqu'à 2026. Alors, qu'est-ce qui va se passer durant tout ce laps de temps? On va peut-être le faire en marchant, non? Oui, oui. Alors, il va se passer beaucoup de choses. Plusieurs chantiers vont se dérouler à peu près simultanément. Le chantier des collections, pour commencer, c'est-à-dire que nous avons un musée qui contient à peu près 80 000 œuvres, et ces œuvres, il va falloir les inventorier, il va falloir vérifier leur état sanitaire, il va falloir lancer des programmes de restauration, puisque beaucoup d'œuvres vont sortir des réserves afin d'être exposées dans le nouveau musée. On va probablement, je pense, doubler la superficie d'exposition du musée. Donc autant que faire se peut, on va pouvoir accrocher de nouvelles œuvres. Mais tout cela, ça se prépare. Et ce qu'on va également préparer, c'est un chantier des médiations, c'est-à-dire qu'on va réfléchir au sein de l'équipe à une palette d'outils de médiation, d'interprétation des collections qu'on va proposer en 2026 à l'inauguration du musée. Et pour ce faire, il y a tout ce travail préparatoire qui est nécessaire. Donc, si je traduis, ça veut dire que là, en ce moment, vos équipes travaillent œuvre par œuvre à les répertorier, potentiellement à les restaurer, tout ça ensuite pour les conserver et les ressortir dans quelques années. Voilà, c'est exactement ça. On fait ce qu'on appelle le récollement des collections, c'est-à-dire qu'on vérifie si elles sont bien à l'inventaire, auquel cas on les enregistre définitivement dans une base de données, et puis on vérifie aussi, encore une fois, leur état sanitaire, parce que certaines œuvres très anciennes peuvent avoir rencontré quelques problèmes de santé, tout simplement. On est un peu les docteurs des objets, et on va vérifier si ces objets nécessitent d'être restaurés ou d'être tout simplement bichonnés, comme on dit, c'est-à-dire nettoyés, et ensuite rangés et conditionnés à nouveau dans de bonnes conditions. Est-ce que ce nouveau musée, on va l'appeler comme ça, en tout cas la renaissance du musée, va vous permettre d'exposer des œuvres qui peut-être n'ont jamais été exposées au public, de les faire connaître justement? Oui, bien sûr, c'est l'idée en plus. Nous avons à peu près 80 000 œuvres, je le disais tout à l'heure, et on n'en montre au public que 3%. Donc faites le calcul, 97% du reste est en réserve. Donc l'idée, c'est de montrer quand même beaucoup plus d'œuvres, beaucoup plus d'objets, parce qu'on a des collections assez riches, et notamment une très importante collection d'oiseaux. Et cette collection d'oiseaux mérite vraiment d'être mieux exposée, d'être présentée enfin au public. C'est un exemple. D'accord, merci beaucoup de nous avoir parlé de ce projet, parce qu'on n'a pas encore d'image de ce nouveau musée, parce que même vous m'aviez dit en préparant que vous ne saviez pas encore à quoi il allait ressembler. Donc on le rappelle, il est fermé en individuel, mais vous pouvez encore venir pour quelques semaines, quelques mois en groupe, le visiter. Et puis, pour les autres, ce sera rendez-vous en 2026, c'est ça, 2026, donc pour ce nouveau musée ici à Abbeville. Eh bien oui, on va en parler de la ville, parce que si on est là, c'est pour parler de la ville. Et elle aussi, elle a été reconstruite. Abbeville, aujourd'hui, n'est pas Abbeville d'avant-guerre. C'est ça, on va bouger un peu pour montrer d'ailleurs. Tout à fait, on a subi les bombardements notamment de mai 1940 qui vont ravager une grande partie de la ville, bien plus qu'en 1918. Et en 1940, à la sortie de cette guerre, il faut reconstruire presque tout le centre-ville. Et donc on a aujourd'hui un plan signé de deux grands architectes urbanistes, Jacques Grébert dans un premier temps, puis Clément Tambuté, et qui explique notamment une grande partie du centre-ville reconstruit, mais qui s'insère dans un centre-ville plus ancien, parce qu'il reste quand même beaucoup de choses des 17, 18, 19e siècle, début 20e même. Et l'architecture qu'il crée dans les années 50 va s'inspirer tout de même, essayer
de faire le lien avec cette architecture plus ancienne. Et la brique et le béton vont remplacer finalement la brique ancienne, un peu rosée, et la pierre de taille. On s'en rend bien compte justement, là on vient de le voir sur les images de Jérôme, les deux architectes, on s'en rend bien compte avec les bâtiments juste en face de nous là. Tout à fait. On a sur notre gauche, avec les grandes lucarnes, eh bien, ce sont des bâtiments de Jacques Grébert, qui va avoir une plus grande vision, on va dire, de l'architecture, qui va avoir beaucoup plus d'ornementation, mais c'est une architecture qui coûte trop chère pour la fin des années 40. Il faut bien se remettre dans le contexte économique de l'époque, et Clément Tambuté va simplifier cette architecture pour réussir à finir de reconstruire la ville, le dernier chantier étant celui de l'hôtel de ville. Alors, justement, hôtel de ville qu'on a là dans notre dos, la dernière pierre qui a été posée, c'est celle de l'hôtel de ville. Tout à fait. Alors pour le coup, c'est à nouveau Jacques Grébert à qui on commande finalement ce nouvel hôtel de ville. L'ancien a été presque totalement détruit. C'était là où se trouvait l'ancien Beffroi, là où vous étiez au musée tout à l'heure finalement, sur ce site-là du moins. Et l'hôtel de ville actuel eh bien, est inauguré en octobre 1960 et il marque symboliquement le renouveau de la ville reconstruite. D'accord. Alors, en quelques secondes, il nous reste 30 secondes, les temps forts à Abbeville à venir, voilà. Pourquoi on vient à Abbeville dans les mois qui arrivent? Alors, on vient à Abbeville pour les nombreuses expositions qu'on peut y mener, notamment, que ce soit au Carmel, hors les murs, à la bibliothèque patrimoniale et aux archives, également pour visiter avec nos guides qui vous attendent, eh bien, justement, les différents sites. Pourquoi pas monter ici même lors d'une des visites que l'on propose, mais également pour découvrir la ville, tout simplement, pour se promener dans les parcs et jardins aussi. Bref, pour profiter d'une très belle ville qui vous attend et qui vous accueille. Exactement, et on y est très bien, et ça peut faire partie d'un petit parcours en baie de Somme, par exemple. Quant à nous, eh bien, on se donne rendez-vous dans quelques minutes, parce qu'avec Jérôme, on va encore se faire plaisir. Dans quelques instants, on vous propose de partager un morceau de gâteau battu. Alors restez avec nous, c'est dans quelques instants. À tout de suite. Oui, on ne pouvait pas venir dans la Somme, mais sur le secteur d'Amiens et Abbeville sans parler évidemment de la spécialité ici, vous l'avez reconnu, le gâteau battu. Alors on va essayer de décrypter ce qu'est le gâteau battu et d'en connaître les secrets également, parce que Marc-Antoine, vous me disiez en préparant que c'est une brioche mais riche en tout. Ah, c'est riche vraiment, vraiment en tout. Alors beaucoup plus de sucre, plus de beurre, plus d'œufs et de jaune, donc c'est vraiment un délice. C'est délicieux. C'est ça ce qui compte, c'est les œufs finalement, c'est parce qu'il y a beaucoup d'œufs dans ce gâteau. Oui, principalement, il y a quasiment, pour à peu près 600 grammes de farine, on va dire, il y a à peu près 400 grammes de jaune. Ah oui, effectivement, donc c'est très très riche. On mange pas le gâteau entièrement en une seule fois, il faut pas. Hein. Oh, on peut, si on est gourmand, on peut. Avec une bonne confiture maison, c'est encore meilleur. Ça va nous donner envie. Alors pourquoi on l'appelle le gâteau battu ? Il est battu parce qu'il y a deux pétrissages en fin de compte. Il y a un premier pétrissage au début avec les ingrédients, sauf le beurre. Donc on le pétrit une première fois avec la farine, le sel, le sucre, les œufs. On mélange tout ça et on fait et la levure, j'oublie la levure bien sûr. Et on fait un premier pétrissage. Et au bout d'un moment, on va le laisser pousser et après on va lui rajouter le beurre et donc là on va le battre pour incorporer le beurre à la fin. Donc voilà pourquoi on appelle que le gâteau est battu. D'accord. Et donc ensuite, on le met dans un moule, hein, c'est un moule à cannelé voilà, dans les moules cannelés traditionnels. Donc maintenant, il y avait plusieurs tailles dans le temps, des petits, des gros, des moyens. Maintenant, souvent, il n'y a qu'une taille unique. Donc voilà. D'accord, on le beurre, on met la pâte dedans et c'est parti. On le beurre, donc on le beurre sur les côtés. On moule la pâte à l'intérieur, on laisse pousser à hauteur du moule et après on enfourne ça pendant une vingtaine de minutes. Donc, et après ça sort tout chaud et on met un petit peu de confiture et c'est parti. Et oui, il existe la confrérie du gâteau battu et d'ailleurs, regardez, celui-ci, celui de Marc-Antoine est agréé par la confrérie du gâteau battu. Alors je crois que on n'y entre pas comme ça facilement dans cette confrérie. Hein. Non, tout à fait. Donc tous les 2 ans, ils nous achètent à l'aveugle du gâteau battu. Ils nous demandent pas quand est-ce qu'ils viennent, ils nous achètent le gâteau battu. Vous savez pas que c'est eux qui arrivent. Non. Ils le prennent, ils le goûtent. Et si on rentre par rapport aux critères de la confrérie dans le gâteau battu, on est agréé. Donc après, on a la fameuse étiquette bleue comme là, pour dire qu'on est agréé par la confrérie. D'accord. Ça veut dire que finalement, tout le monde peut faire du gâteau battu, tout le monde peut vendre du gâteau battu. Par contre, tout le monde n'a
pas Tout le monde l'étiquette n'est gâteau agréé. battu. Non, tout le monde n'est pas agréé par la confrérie. Sur Amiens, je dois être peut-être le seul à être agréé. Donc après, il y a beaucoup sur Abbeville, Friville et Cerbotin, tout ça, où il y a, dans le secteur du immeuble, beaucoup plus sont agréés. Mais sur Amiens, nous sommes très peu. Après, il y a Albert, je sais que j'ai un collègue sur Albert qui est agréé aussi, mais on est très peu quand même. Donc ça veut dire que c'est une marque de qualité finalement, c'est que ce gâteau est de qualité, c'est parce qu'il est reconnu par la confrérie. Ah, tout à fait. Ça prouve qu'on utilise des ingrédients nobles, donc le beurre, des œufs coquilles où on sépare le jaune du blanc. On n'utilise pas des ovoproduits, comme on va dire, en bidon, tout ça. Donc voilà, on utilise vraiment des vrais œufs, du vrai beurre. Et donc voilà, ça c'est gage de qualité aussi. D'accord. Bon bah écoutez, c'est passionnant. Et alors, évidemment, on mange au petit-déj, au goûter. Et alors très rapidement, on peut boire quoi, par exemple, si on prend au goûter avec ça? Ah ben, on peut très bien prendre un crément, un cidre, ce qu'on veut en fin de compte. Une bière picarde, pourquoi pas, ça peut très bien se faire aussi maintenant. Restons en Picardie avec une bonne bière picarde. Ouais, tout à fait. Bon bah merci beaucoup Marc-Antoine de nous avoir fait découvrir, de nous avoir parlé avec passion de ce gâteau battu. Et évidemment, eh bien, on vous le conseille d'en acheter et d'en manger. Il faut se faire plaisir.